Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, autour de la table, vous avez l'équipe H Village Humanitude. Vous avez Marlène et Morgane qui sont aux manettes sur toute la partie technique, là, parce que je ne sais pas si vous voyez en bas de l'écran. Quand vous aurez envie, vous pourrez nous poser des questions en bas de l'écran avec le petit onglet questions et réponses ou discussions. Et Marlène et Morgane se font la veille pour nous interrompre ou nous dire les questions que vous allez nous poser. Moi, je m'appelle Annie de Vivi et il y a un petit peu longtemps, en 2000, j'ai créé le site internet hvillage.com pour aider les aidants et les seniors à s'orienter dans l'aide à l'autonomie. hvillagepro.com pour aider les professionnels. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Rosette Marescotti et Yves Gineste en 2003 et d'embarquer dans l'histoire de l'humanitude. Je te laisse la main, Rosette. Bonjour à tout le monde. Rosette Marescotti, co-auteur Humanitude. Bon, écoutez, voilà, co-auteur Humanitude, on va en parler. Donc, on va parler du sommeil aujourd'hui. Hein. Voilà, on va préparer notre nuit. C'est ça. Vas-y, on passe la main à Sabine. Bien sûr. Moi, je suis Sabine Soubiel, je suis co-conceptrice pour Humanitude Restauration. Et du coup, on va parler du sommeil, mais on va parler du sommeil avec les rythmes liés au repas. Voilà, c'est tout. Et donc, nous avons la chance de déployer les formations Humanitude un peu partout en France via le réseau des instituts Gineste Marescotti, avec bientôt une centaine de formateurs. Et vous retrouvez tout ça sur humanitude.fr. Voilà. Donc, cette démarche Humanitude, elle va vers le label Humanitude, que j'ai eu la chance de raconter dans un livre, dans un deuxième livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Vieillir debout, il relève le défi ». Et parmi ces défis, il y a un joli petit défi qui s'appelle le sommeil, le respect du sommeil, qui est un des principes, un des critères de l'humanitude et qui, ce matin, a été très, très bien pointé dans une étude qui vient de sortir de l'Observatoire du bien vieillir 2022, qui a noté que le sommeil avait grimpé dans les points d'attention des seniors sur leur qualité de vie. Donc, c'est nouveau. Avant, c'était plutôt l'alimentation, c'était plutôt l'hygiène liée notamment à l'arrêt du tabac. Eh bien, le sommeil fait un bond en avant. Il semblerait que la crise Covid soit passée par là, que des difficultés peut-être soient apparues. En tout cas, du côté du grand public comme du côté des professionnels, la question du sommeil monte dans les priorités. Alors, on va commencer, en général, nous, on parle une bonne demi-heure, 40 minutes à peu près hein, sur nos interventions. Puis après, on vous laisse le temps de nous poser plein de questions et d'y répondre au fil des questions. Alors, on va commencer par faire un petit tour autour de l'importance du sommeil. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique et comme bénéfice sur la santé? Et donc, qui commence? Laquelle des deux commence? On va y aller. Allez. D'abord, peut-être qu'avant de parler des bénéfices de la santé, sur la santé, c'est peut-être de dire, comme nous sommes quand même des professionnels du soin, hein, c'est vraiment super important de se préoccuper justement de ce sommeil. Okay, parce que qu'est-ce qu'on constate? C'est que on commence maintenant à penser à ne plus réveiller les personnes qui dorment, mais que ce soit dans le sanitaire, que ce soit dans le social, on réveille les personnes la nuit. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit absolument disparaître et s'organiser pour que ça disparaisse. Okay, ou en tous les cas, si on a des personnes qui ne dorment pas, il faut faire en sorte qu'elles puissent dormir à d'autres moments parce qu'effectivement, le sommeil, c'est quelque chose de très, très important. Vous savez qu'il se constitue par cycle. OK, donc on va avoir une phase d'endormissement qui est un sommeil qui est léger. Ensuite, un sommeil qui est
lent, un sommeil profond et un sommeil paradoxal. Et chaque phase a son importance. Pendant cette phase de sommeil profond, par exemple, on va consolider nos mémoires. C'est une période qui est extrêmement importante. C'est une période où on se réveille, le sommeil il est assez solide, on a quand même du mal à réveiller une personne. Pendant la phase de sommeil, et pendant cette phase de sommeil profond, on va travailler sur notre immunité. C'est pour ça que c'est important. Tu vois, je parlais tout à l'heure, le Covid, eh ben voilà, si on ne dort pas bien, si on ne respecte pas nos phases de sommeil, eh bien, notre immunité peut être altérée. Et puis, on a cette phase de sommeil paradoxal dont tout le monde a entendu parler, où justement, on va avoir tout le corps qui est complètement inerte. Inerte, je veux dire, qui ne bouge pas. Désolée, c'est mon chien. Tu devrais te taire, Opal. Je suis désolée. Bon, désolée. Vous êtes invité chez moi, alors qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas pensé à la sortir, je suis désolée. D'ailleurs, je pense que je devrais aussi couper le téléphone. Oh, tant pis. Donc, cette phase de sommeil paradoxal où justement on va être dans une phase de rêve, c'est une phase de rêve où j'étais en train de dire que le corps était inerte, l'activité physique ne fonctionne plus, sauf s'il y a une défaillance au niveau cérébral, bien évidemment. Hein. C'est pour ça qu'on parle chez certaines personnes de comportement d'agitation pendant cette phase paradoxale. Mais normalement, le corps, il est inerte et par contre, il y a une super activité cérébrale. Et là, ça y va là-dedans, on consolide, vraiment, c'est un gros travail qui se met vraiment en place. Voilà. Donc, on comprend bien que le sommeil, c'est extrêmement important. Donc, je vous disais au départ que nous, notre souci, c'est qu'on réveille les personnes qui dorment pour des tas de raisons. OK. Si je vous parle, je peux prendre le temps de parler un peu de l'historique? On va Parce que peut-être s'il parler y de a… l'historique. On peut reprendre sur l'historique un petit peu et puis on ouvrira sur ce que ça a aussi comme conséquence dans toute la partie alimentation aussi après, la partie Ouais, d'accord, d'accord, santé. d'accord. Donc, il y a, bon, moi, ça fait 40 ans quand même qu'on travaille dans les établissements de soins, hein, c'est pas hier. Donc là, si là derrière, il y a plein de jeunettes, vous ne connaissez pas de jeuneaux, là, vous ne savez pas ça. Mais il y a une époque donc où les soignants s'organisaient la nuit en faisant des rondes. Donc, on passait 3 fois au moins la nuit pour changer les personnes. Tu connais ça, toi, Sabine? Oui, madame, je l'ai fait Il paraît même. même que tu l'as fait. Je Voilà. l'ai fait. Et donc, Oui. et donc, les lits, pour pas trop réveiller les personnes, les lits étaient faits en 3 parties. Donc, on prenait des alaises. Tchaf, les alaises, c'est les tissus qui sont pas trop gros. Hein. On en mettait une à la tête, une au milieu et une au pied. Et celle qui était au milieu, elle avait une alaise en caoutchouc. Je vous raconte pas comment ça fouettait le matin. Hein. Et donc, c'est cette alaise-là que l'on changeait, ok, la nuit, parce que jusque dans les années 1980, 83 et même 90, il n'y avait pas de protection. Donc, les gens qui étaient incontinents, on les changeait, on changeait cette alaise et on faisait les tournées. Donc, on comprend bien que pendant toute cette époque, c'était extrêmement compliqué de ne pas changer les personnes parce que quand vous macérez dans votre urine, bien évidemment, surtout qu'on ne levait pas non plus les personnes, il y avait des escarres qui se développaient et on a vu quand même des choses assez épouvantables. Mais malgré tout, il y a eu un moment où ces fameuses protections sont arrivées. Donc, c'est quand même super parce que là, nous, je peux vous assurer qu'avec Yves, on était complètement sidérés de voir qu'on réveillait les personnes comme ça. Donc, dès qu'il y a eu les premières protections qui sont arrivées, nous, on a commencé à travailler sur on ne réveille pas les personnes qui dorment. C'était extrêmement compliqué parce que les soignants qui travaillaient de nuit, dont le travail principal était justement de changer les personnes, avaient un mal de chien à ne pas le faire. D'autant plus que bon, les protections n'étaient pas aussi performantes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Okay,
Et donc, on rentre la nuit dans la chambre et regarder dans la culotte. Tu as compris que tu réveilles une personne si tu lui regardes dans la culotte, hein, c'est un peu évident. Et donc, on les changeait. En fait, on changeait plus les personnes pour faire plaisir à l'équipe de jour et pour ne pas avoir de problème avec l'équipe de jour, ok, que pour réaliser, pour le bien-être des personnes que l'on accueillait, tout simplement. Voilà. Et progressivement, donc, on a mis en place ce travail sur ne pas réveiller une personne qui dort. Et ça, c'est super important parce que c'est vraiment l'arrivée des protections sur le terrain qui a permis de travailler là-dessus et en même temps sur la verticalisation. Donc, tout ça, ça a amené quand même un bienfait énorme. Ok, c'est qu'on verticalisait les personnes, on les faisait bouger et en même temps, ça a mis un temps fou, hein, ça met 30, 40 ans, 30 ans, 30 ans pour arriver à le faire entendre qu'il ne faut pas réveiller des personnes. On aura l'occasion tout à l'heure de parler, je pense que des questions seront posées là-dessus en nous disant, même si on ne réveille pas les personnes, elles sont mouillées. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, il faut savoir que quand même, une personne qui ne dort pas, elle est fatiguée. Vous le savez, je suppose que vous passez des nuits, ça vous arrive de ne pas bien dormir. Le matin, vous dites, j'aurais bien fait les prolongations parce que je suis super fatiguée. Donc, quand on est fatigué, eh bien, chez une personne en plus qui est âgée, ben ça, on peut chuter. Et vous savez à quel point la chute peut être quand même dangereuse, sans compter les fatigues, sans compter que ça peut entraîner chez la personne qu'on réveille un peu brutalement des comportements d'agitation parce qu'elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc, c'est extrêmement important de travailler sur on ne réveille pas une personne qui dort. Et si par hasard il faut la réveiller, eh bien, il va falloir réfléchir à ce que l'on met pour mettre en place une compensation. Mais je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. C'était un petit peu d'historique pour vous montrer que l'histoire, elle est longue quand même. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et il ne faut pas imaginer que c'est dans tous les établissements qu'on change les personnes la nuit, qu'on travaille sur un plan individuel et qu'on se soucie de ça. C'est dangereux de réveiller une personne parce que vous la réveillez en plein sommeil profond ou en plein sommeil paradoxal. Il n'est pas du tout dit qu'elle va se rendormir tout de suite en sommeil paradoxal ou en sommeil profond, et même, ce n'est pas sûr du tout. Voilà. Donc, on abîme vraiment le cerveau d'une personne. Notre rôle en tant que professionnel, quand on réfléchit à la définition de l'humanitude, qu'est-ce qu'un soignant? C'est surtout ne pas nuire. Donc, on va essayer d'être au bon niveau de soins. Voilà. Sabine, toi, tu avais pointé d'autres impacts du manque de sommeil sur la santé. Oui, j'avais surtout axé ma réflexion sur les rythmes et sur le fait que même si le repas est un métronome, il est un métronome parce qu'il nous donne une cadence calendaire, une cadence dans la journée qui est rassurante. Hein. Cette cadence-là va nous synchroniser aux autres. Hein. C'est l'aspect social du repas. Mais en même temps, cette cadence va nous synchroniser à nous-mêmes. Ça veut dire qu'elle va nous synchroniser. Cette cadence des repas, ces rythmes des repas sont liés au rythme circadien. Or, ce rythme circadien, qui est notre rythme de fonctionnement, c'est un rythme, comment dire ça, il a une périodicité d'environ 24 heures et il se dérègle, ce rythme circadien. C'est-à-dire que génétiquement, en fait, il est programmé pour à chaque fois recaler l'horloge sur un rythme de 24 heures. Cette horloge se décale. Et qu'est-ce que c'est qui recale cette horloge en permanence? C'est ce qu'on appelle aussi les synchroniseurs, on va dire, environnementaux, comme la lumière, l'obscurité, etc. pour le sommeil, mais aussi les synchroniseurs sociaux, dont le repas, les rythmes professionnels, en fait, etc. Ce qu'on a remarqué chez la personne âgée, dans le grand âge, c'est qu'elle a un décalage dans son rythme circadien, déjà au niveau de la régulation centrale, qui dysfonctionne, mais aussi par absence de synchroniseurs sociaux. Ce qui va donner chez la personne âgée qui n'a pas de problème cognitif, souvent des syndromes d'avance de phase. C'est une personne qui aura tendance à se coucher tôt, lève tôt. C'est le couche tôt, lève tôt. Donc, son endormissement survient très tôt le soir et par contre, le réveil survient très tôt le matin, avec impossibilité de se rendormir. Ça a été maintes fois décrit par pas mal d'études.
Donc, c'est l'atteinte de cette horloge circadienne, donc je le répète, la diminution de l'influence des synchroniseurs externes. En ce qui concerne la personne âgée atteinte de démence, surtout de type Alzheimer, mais dans les démences en général, hein, on va avoir aussi des troubles du cycle veille-sommeil. Plutôt, ça va être des personnes en retard de phase. Ça va être des couches-tard, lève-tard. L'horloge circadienne est aussi déréglée, mais c'est des personnes qui vont être dans l'impossibilité de s'endormir avant 1 heure, je dirais, même parfois pas avant le petit matin. Et d'expérience, les soignants qui sont ici dans l'assistance pourront facilement décrire des personnes qui déambulent la nuit ou qui sont dans l'impossibilité de s'endormir, mais par ailleurs qui seront dans l'impossibilité de se réveiller le matin avant la fin de matinée. Du coup, on se retrouve avec 2 clientèles assez différentes dans les exigences, je dirais des exigences qui sont naturelles et biologiques, et le service de restauration, j'en reviens sur le repas. Que fait-on, nous, dans nos organisations, pour que le petit déjeuner de ces personnes soit compatible avec leur période de réveil? À chacun, on a les 2 extrêmes. On a des personnes qui, peut-être sur les coups des 4 heures du matin, 5 heures du matin, auront besoin d'un petit déjeuner parce qu'elles sont réveillées, et d'autres qui auront besoin d'un petit déjeuner à 11 heures du matin. Que fait-on de ça dans les organisations? Et ça, c'est important parce que tout est important, bien évidemment, mais si on s'appuie sur la réglementation que nous dit le décret du 30 janvier 2012, il nous dit qu'effectivement, il faut vraiment adapter les horaires et la fréquence des repas aux exigences du consommateur. Ça, c'est vraiment ce qui chapeautera nos réflexions. Alors après, comment fait-on? On a des solutions, hein. Mais je voulais juste faire l'intro par rapport au sommeil. Et par rapport au sommeil aussi, je pense qu'il y a un sujet autour de la qualité de vie au travail, parce que Bien sûr. quand on accompagne des personnes qui ont des troubles sévères, quand on n'est pas organisé pour, quand on a des personnes ensuite qui sont déréglées, qui sont fatiguées, qui risquent de chuter, qui ont des troubles du comportement renforcés. Enfin bref, la question du sommeil, elle est loin d'être cantonnée à la simple hygiène de vie et à la donnée sanitaro-centrée, quoi. C'est vraiment une donnée qui va avoir des répercussions sur plein de moments, d'événements et de personnes. C'est-à-dire à la fois celle qui est concernée, celle qui n'arrive pas à dormir ou qui a du mal à dormir ou qui a un sommeil fragmenté. Et puis après, ceux qui l'accompagnent et puis ceux qui vivent avec elle. Et donc derrière, la qualité de vie, sa qualité de vie à elle, la qualité de vie des proches et la qualité de vie au travail. Sans compter Alors on a posé le décor, là, je pense qu'on est bon sur le Non, mais sommeil. je voudrais rajouter un petit peu. Je voudrais rajouter un petit peu par rapport à la réglementation. Ça aussi, ça pèse lourd dans les organisations et dans les réflexions par rapport au service de petit déjeuner, par exemple, en lien avec le sommeil. Que nous dit la réglementation aujourd'hui, et ça depuis 1999 via le Conseil national de l'alimentation? Ils disent attention, pas de jeûne nocturne supérieur à 12 heures. Oups. Et alors là, que fait-on de ça, quoi? Parce qu'il faut en faire quelque chose. C'est sûr qu'il faut le réfléchir, mais de façon très personnalisée, on va dire. Voilà, et il y a une autre, ça je suis d'accord, et je pense qu'il y a peut-être, enfin, c'est pas complètement lié au sommeil, quoique, mais il y a aussi, moi je vais juste rajouter encore quelque chose, c'est la question du soir. La question du soir et de la nuit, c'est-à-dire la question de l'angoisse vespérale et de ces moments qui arrivent tard dans la journée et qui risquent de déclencher après d'autres conséquences. Alors on va peut-être passer aux propositions que fait l'Humanitude pour essayer de respecter le sommeil. Qui est-ce qui prend la main? Je vais la prendre, si tu veux bien, Sabine. Ah, volontiers. Voilà. Donc, déjà, on va se poser la question. Effectivement, il ne faut pas qu'une personne, on revient au principe initial, ce qui fait peur, c'est que les personnes soient mouillées, que leur protection déborde. Donc ça, c'est vraiment ce qui inquiète le soignant, et je le comprends, je discute pas là-dessus. Ça, même en termes de respect pour la personne dont on prend soin, c'est quelque chose qui est important.
Donc, il faut toujours réfléchir à ça. Alors, je pars du principe, là, je réveille une personne qui dort, hein. Je ne suis pas là tout de suite dans la personne n'a pas envie de dormir, qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans la personne elle est au lit, elle est censée dormir et on va la réveiller. Donc, on prend le cas normal des personnes qui sont couchées et qui ont envie, qui normalement dorment et que l'on continue à réveiller. Moi, c'est ce qui me tracasse le plus, hein, d'accord? Donc, on continue à les réveiller. Alors, il y a des personnes qu'il faut réveiller, effectivement. Donc, c'est justifié. Je ne vais pas dire dans quel cas c'est justifié. C'est justifié. Vous êtes des professionnels. Vous savez parfaitement dans quel cas il faut le justifier. Maintenant, quand ce n'est pas justifié, par contre, il faut s'interroger sur d'autres choses. Si cette personne, elle est mouillée, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Il faut d'abord savoir que les protections que l'on utilise le soir sont hyper performantes. L'urine, elle s'accumule en fait au fond de la protection et les fesses, la peau reste sèche. Maintenant, faut-il qu'elle soit bien mise et faut-il qu'elle soit utilisée pour des personnes qui sont effectivement incontinentes. D'accord? Prenons le cas d'abord d'une protection qui n'est pas bien, qui est pas positionnée au bon moment. Si vous couchez la personne à 4 heures de l'après-midi et que vous la levez, à 8 heures du matin, forcément, peut-être que déjà ce n'est pas bon du tout, mais en plus, peut-être que pour la protection, ça ne sera pas une bonne chose. Donc il faut respecter des temps qui restent cohérents. Voilà. La protection Les protections nocturnes sont capables de retenir beaucoup plus de liquide que ce que ne peut produire, la vessie dans une nuit, hein. Ça, il faut quand même le savoir. C'est pour ça que je dis une personne pourrait passer toute une nuit avec une protection de qualité, d'accord, sans se réveiller. Faut-il qu'elle soit bien positionnée? Alors nous, on s'est rendu compte en humanitude, c'est là-dessus qu'on a travaillé, avec Yves, OK, c'est que les protections, elles étaient positionnées donc au niveau des cuisses, 4 doigts environ au-dessous du pli, du haut de la cuisse. Donc effectivement, là, il y a un risque de fuite, hein, parce qu'elle n'est pas positionnée au bon endroit. Donc déjà, il faut être vigilant, si vous voulez, à bien la positionner. Ensuite, quand on positionne une protection, la personne étant couchée, forcément, quand vous allez la retourner, eh ben, il va y avoir, une fesse qui est plus couverte que l'autre. Donc on a souvent une fesse qui n'est pas couverte et l'autre qui est couverte. Donc en fait, là aussi, on apprend à positionner la protection correctement pour que les 2 fesses soient bien recouvertes et il y a aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des lésions sur la hanche parce qu'on serrait très fort les scratchs. Donc en termes de confort, on peut créer des lésions. Donc déjà, apprendre à bien positionner une protection, d'accord, en ce qu'elle soit bien les élastiques soient bien positionnés au niveau des plis fessiers, les 2 fesses bien recouvertes et ensuite, vigilance au niveau des hanches avec les scratchs. Alors comme il y a plein de différentes, types de protections, si c'est les protections, type, couche culotte, on croise les scotch pour libérer, cette partie au niveau de la hanche. Sinon, pour les autres, ça ne devrait pas, normalement poser de problème. Donc ça, c'est la première chose. Être sûr que la protection n'est pas mise, trop tôt, d'accord? Ensuite, qu'elle soit bien positionnée. Là, déjà, si déjà on fait ça, on est tranquille que ça peut bien aller. Ensuite, il y a le problème des personnes qui vont se retrouver, bien que ce soit, bien positionné, qui vont se retrouver mouillées. Alors, cette protection, elle est faite pour absorber progressivement de l'urine, c'est-à-dire absorber de l'urine, goutte à goutte, hein, c'est pas un gros flot. Donc, si la personne, elle est très mouillée, posez-vous la question, est-ce qu'elle est vraiment incontinente? Une personne qui urine d'un seul coup, si elle le fait plusieurs fois, il y a de fortes chances pour que ça finisse par déborder parce que la protection n'est pas faite pour absorber d'un seul coup une grosse quantité de liquide. Donc ça, pour moi, c'est une personne qui est mouillée, c'est toujours un indicateur. Ouh là là, est-ce que vraiment elle est incontinente? Parce que quand même, je me permets de rappeler que
Les personnes qui rentrent, que ce soit en EHPAD, que ce soit à l'hôpital, et si elles font l'hôpital puis l'EHPAD après, alors là, c'est encore plus cuit. On met facilement une protection à une personne parce qu'elle va appeler la nuit, d'accord? Si elle appelle la nuit parce qu'elle veut aller aux toilettes, qu'elle ne peut pas y aller toute seule parce que pour des tas de raisons, on ne va pas les développer, hein. Elle ne peut pas aller aux toilettes toute seule ou tout simplement parce que ses pantoufles ne sont pas suffisamment près de son lit, mais on les a mis dans la table de nuit. Elle cherche, ses pantoufles partout, elle ne veut Elle pas risque de marcher tomber. par terre, et cetera et cetera. Donc, déjà, s'interroger si la personne, elle est, réellement, incontinente. Oui, je me suis perdue un petit peu dans mon discours là, excusez-moi. Donc, cette personne, en fait, elle va appeler. Le soignant n'arrive pas tout de suite, il arrive un quart d'heure, une demi-heure après. Bon, elle ne tient pas le coup, elle a fait pipi, quoi. Elle a mouillé son lit, c'est bon, elle a droit à la protection. La fois d'après, c'est sûr, je peux pas dire à 80 parce que vous ne le faites sûrement pas, mais dans de nombreux cas, ça va être ce qui va se passer et on le sait tous. Or, cette personne, elle n'est pas incontinente juste parce qu'on lui pose une protection, à part que la nuit, eh ben, elle va prendre l'habitude de se mouiller et elle va se mouiller. Donc Mmh. attention, il est fort possible que ces personnes-là ne soient pas incontinentes, vérifiez-le. Voilà. Donc je crois que ça, c'est vraiment, les points, les plus importants que l'on va rencontrer, hein, pour ne pas réveiller une personne qui dort, bonne protection, attention, que ce ne soit pas une si elle est mouillée, on vérifie que cette personne-là, elle est effectivement réellement incontinente. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc on Après voit il que y a c'est un projet, on voit que c'est un projet complètement. qui est à la fois individuel, mais qui est collectif. Eh oui, eh oui, c'est un projet qui est collectif. Alors, il faut vraiment, qu'il y ait une très grande unité dans les équipes et c'est pour ça que Humanitude, c'est intéressant parce qu'on travaille sur une philosophie où on a tous la même pensée, on est des soignants et on ne doit surtout pas nuire à la on ne doit surtout pas nuire à la santé de la personne et donc il y a une véritable collaboration entre les équipes de jour et de nuit et il n'y aura pas de critique sur les équipes de nuit parce que le matin, on va retrouver une protection qui est très lourde et on va dire: «Ah, elle a pas changé la nuit, c'est pas normal» et cetera et cetera. Voilà. Il faut se dire qu'on travaille très souvent dans des habitudes et que changer ses habitudes, c'est un petit peu douloureux. Voilà. Donc, il y a des tas d'autres choses qui sont intéressantes et justement quand on ne se préoccupe de ne plus réveiller une personne qui dort. Mais moi, quand je dis ne plus la réveiller, c'est ne pas rentrer dans la chambre. On rentre dans la chambre pour voir si la personne, elle dort, heu, il y a de fortes chances que ça la réveille. Si elle est sur cette phase de sommeil léger où le sommeil vraiment est très, très léger, la moindre des choses peut vous réveiller. Si c'est sur une phase de sommeil profond, elle va pas se réveiller, hein. Mais sur une phase de sommeil léger, elle a toutes les chances de se réveiller. Elle s'est réveillée, elle peut se lever, elle peut chuter et c'est comme ça qu'on retrouve souvent les gens par terre. C'est Et pas c'est parce que aussi, voilà. on l'entend, hier j'étais, à une conférence sur le droit et l'éthique, où les équipes disaient: oui mais, les enfants, la famille souhaitent que, nous passions, régulièrement la nuit pour vérifier que, elle est toujours vivante, qu'elle n'a pas chuté, qu'elle va bien. Oui mais, et cetera et j'ai beaucoup aimé le lien que la personne que les responsables autour du droit ont fait en disant: «Mais dites donc, est-ce qu'elle a signé son contrat de séjour?» Parce que si elle a signé son contrat de séjour, elle a forcément une annexe au contrat de séjour et dans l'annexe au contrat de séjour, il y a le projet d'accompagnement personnalisé avec justement des papiers, des documents et là, je pense, Rosette, qui va enchaîner sur le projet individuel personnalisé de nuit, avec des documents qui permettent de rassurer tout le monde ou en tout cas de bien écrire, ce qui va être fait et s'ils sont signés de part et d'autre, ben, ils vont être respectés. Mais ça c'est un vrai projet, quoi. C'est un vrai projet qui est porté par le comité de pilotage et jusqu'à tous les soignants et tous les participants de la maison. Oui, alors avant de parler du projet, individualisé, je pense, que quand la famille se pose ce type, de questions, c'est normal d'être très transparent avec eux.
et de leur expliquer justement que réveiller la personne, c'est dangereux, qu'au contraire, elle peut, voilà, si on la réveille la nuit, elle peut chuter justement après Mm. qu'on soit rentré dans sa chambre. Voilà, ça, c'est vraiment des choses que n'importe qui est en capacité de comprendre et c'est intéressant de l'expliquer aux personnes. Moi, je pense qu'il faut toujours passer par le dialogue et on est tous famille et on aime bien qu'on nous explique les choses et je crois qu'on est tous en capacité de le comprendre, hein. Et c'est toujours pareil, si une famille ne veut pas le comprendre, je veux dire qu'au-delà de l'infirmière ou de l'aide-soignante qui peut l'expliquer, on le fait expliquer par un médecin qui a toujours plus de poids que les autres personnes parce que, ma foi, il a cette étiquette d'un savoir probablement plus grand. Donc, oui, c'est important d'expliquer aux personnes mais aussi, De effectivement, c'est contractualiser. important de contractualiser cela en sachant qu'un contrat, il peut être modifié, bien évidemment, en fonction des réactions de la personne, de son évolution, de tout ce qui va se passer, c'est évident. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tout simplement regarder, étudier, analyser quelle est la nuit d'une personne, comment ça se passe. Et en fonction de ça, eh bien, on va savoir quand c'est qu'elle a envie de dormir, quand c'est elle va pas être au lit à 7 heures du soir, les mains sur le lit, comme tout le monde, là, ça fait du bien à tout le monde, voilà. Heu Elle peut se coucher plus tard, elle peut avoir envie d'une tisane avant de se coucher ou pas. On va mettre tout ce dont elle a envie et si elle a besoin d'être réveillée, on saura qu'elle a besoin d'être réveillée, voilà. C'est extrêmement important d'avoir ce type de discours parce que ça rend les soignants beaucoup plus cliniciens. Heu, lorsqu'une personne, se Mm. réveille et appelle, vous allez avoir une infirmière qui est disponible pour aller voir la personne ou une aide-soignante qui est disponible pour aller voir la personne, OK? Alors que quand on passe son temps à changer les personnes, on n'a pas le temps d'aller voir les personnes Mm. qui nous réclament, hein. Donc quand il y a un problème, on est vraiment là, présent pour ces personnes-là. C'est vraiment extrêmement important. Voilà. Et donc, sur ce projet de nuit, on va noter tout ce qui concerne la personne. Elle prend des médicaments, elle n'en prend pas, à quelle heure elle a tendance de se réveiller, elle souhaite se réveiller, elle ne veut pas se réveiller, elle participe à une activité la nuit, il faut aller la chercher à telle heure, elle va se réveiller comme si elle dort toute nue, elle dort pas toute nue, des tas de facteurs qui vont être inscrits sur cette fiche individuelle et qui concernent donc cette personne. Et après, ce qui est super important, alors moi, je demande toujours qu'on analyse le comportement de la personne avant, dans la journée, et ensuite, quand on installe vraiment, qu'on se préoccupe du sommeil de la personne, il faut analyser son comportement ensuite dans la journée quand elle dort Mm. bien. Alors, il ne faut pas le faire du jour au lendemain, hein, il faut le faire sur une étape, hein, une semaine, 15 jours, et on va voir progressivement que les gens vont bien mieux, ils vont être souriants, ils vont vous accueillir quand vous arrivez le matin, ils vont, comme vous quand vous passez une bonne nuit, hein, comme nous tous quand on passe une bonne nuit. Et il faut être très vigilant. Le sommeil des personnes âgées est hyper fragile. Et quand je dis âgé, il ne faut pas avoir 80 balais pour ça, hein. Je peux vous l'assurer, expérience. N'est-ce pas, Donc, monsieur Caro? on évalue, on évalue, c'est un vrai projet pluriprofessionnel, ça se travaille en équipe, au niveau du comité de pilotage et puis ça va Toujours. se déployer sur l'ensemble des équipes avec des outils, dont le projet personnalisé de nuit qui va être annexé, enfin qui va faire partie du projet d'accompagnement personnalisé et qu'on va se contractualiser régulièrement pour se rassurer tous et puis pour pouvoir faire en sorte que, en effet, les équipes se connaissent mieux, intègrent ces informations dans les projets de soins et dans les organisations. Comme ça, on est un peu plus rassurés l'un C'est et ça. l'autre dans les modes de fonctionnement. Est-ce que ça L'organisation reste toujours au service, des personnes que l'on accueille et par exemple, des personnes qui ont du mal à s'endormir, on s'est rendu compte qu'en les installant en position canoë, alors la position canoë pour les personnes, qui ne savent pas, ça fait un petit cocooning, c'est-à-dire qu'on prend 2 traversins, on en place un sous l'hémicorps, l'autre sous l'hémicorps, tout le dos est libéré, on surélève un petit peu la tête, on surélève, les jambes. Avec les traversées, on fait une espèce de cuvette un petit peu sous le bassin. La personne est complètement dans un cocooning et c'est absolument fabuleux. Les personnes qui étaient agitées la nuit
qu'on a installées comme ça, et ben, elles arrivent à dormir toute la nuit, quoi, hein. C'est pas mal quand même, hein. C'est des expériences là que l'on a vraiment fait sur le terrain, hein. C'est super. Voilà. Donc, ça, l'installation, comment j'installe la personne, eh ben, c'est pareil, c'est quelque chose qui, bien évidemment, va faire C'est partie. noté. Et ce n'est pas en fonction, oh ben moi j'aime bien qu'elle s'installe comme ça. Oh ben moi je trouve qu'on est bien comme ça parce que je dors comme ça, moi. Voilà, non, c'est pas ça. Voilà, c'est dépend vraiment de chaque personne. Et C'est si elle peut personnalisé. l'exprimer, quand elle peut l'exprimer, c'est génial parce que malheureusement, elle peut pas toujours l'exprimer. Donc, il faut pas s'arrêter à une expérience. Il faut mettre en place toutes vos connaissances. Et moi, je trouve que les soignants, vous avez un ressort terrible là-dedans. À partir du moment où on vous donne la possibilité de réfléchir et de mettre en place des choses vraiment, de concrétiser en équipe des choses, mais vous avez un savoir énorme, une capacité de créativité terrible. Au fait, la créativité, elle se développe aussi la nuit pendant la période de sommeil profond, vous savez. Donc, vous aussi, il faut bien dormir. Alors, côté restauration, comment on s'organise, Sabine? Quelles sont tes pistes pour essayer d'aider à Alors, respecter le sommeil? moi, déjà, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Rosette sur la créativité des soignants. Et je voudrais aussi parler du fait que quand on parle de la restauration, c'est pas un moment, je dirais, qui est isolé dans la vie des professionnels, tout comme dans la vie des habitants. Je dirais que la pluridisciplinarité et la transversalité est hyper importante. Comment on pourrait travailler les organisations hôtelières de services de petit déjeuner si effectivement on n'est pas en contact avec je dirais, le compte rendu ou la synthèse des rythmes du sommeil d'une personne X ou Y, parce qu'on a fait son étude particulière et très pertinente par ailleurs. Donc, du coup, ça, c'est important de montrer que la restauration ou le repas, ce n'est pas un moment à part. Déjà, pour commencer. Et ensuite, et merci Rosette, et deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit aussi, et c'est ce qui est aussi la base de ce webinaire de ce soir aussi, très important, on ne réveille pas les gens. Et là, du coup, on est piégé par ce jeûne nocturne. J'en reparle parce que c'est vraiment une épine, là, une épine qu'on a sous la plante du pied tout le temps. On nous dit, voilà, pas plus de 12 heures. Mais alors, du coup, on serait peut-être tenté de réveiller les gens qui dorment. On a dépassé 12 heures, tu te rends compte? Ouais. Sauf qu'il a mangé à 18 heures, le monsieur, hein. Il a mangé à 18 heures, ça veut dire qu'à 6 heures du matin, tu vas le réveiller. C'est ça que ça veut dire. Non, ça ne veut rien dire, en fait. C'est un piège majeur, quoi. Nous, ce que nous pensons en humanitude, et je ne pense pas que tu vas me contredire, Rosette, c'est qu'il s'agit Ben, de proposer un petit déjeuner à quiconque en a besoin et réveillé et le réclame, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Voilà, parce que qu'est-ce qui accepterait d'attendre depuis 6 heures du matin jusqu'à ce qu'on décide, nous, voilà, on va servir le petit déjeuner à 8 heures du mat. Ok, d'accord. Mais la personne qui est réveillée depuis 5 ou 6 heures, qu'est-ce qu'elle fait? Qui sait lequel d'entre nous accepterait 3, 4 heures d'attendre son petit déjeuner? Je pense personne. Hein. Si oui, un peu de temps en temps, mais pas tous les jours de la vie. Ça, c'est compliqué. Et en même temps, la personne qui dort, moi, je me dirais, mais pourquoi un âgé qui est en avance de phase, qui est couché depuis 19 heures, à 8 heures du matin, il dort encore, quoi? Il n'y a pas un petit problème là derrière. Donc, du coup, on étudie le rythme du sommeil, on met en place des instruments, l'étude du sommeil, on met en place des bracelets actimétriques, on voit effectivement où la personne se situe. Parce que des fois, on me dit, oui, mais il dort quand je rentre dans la chambre, il dort. Oui, mais il est évident qu'une personne qui est dans un lit avec les barrières ou sans barrières, on préférerait sans, évidemment, et qui est soignante dépendante, dans le noir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fermer ses yeux très certainement, elle s'assoupit. Ce n'est pas pour autant qu'elle dort. Donc peut-être que le bracelet actimétrique nous donnera des renseignements plus pertinents. Il y a ça, et ça, je trouve que ça, c'est important dans nos organisations, c'est des pièges. Je le répète, il ne s'agit pas de dormir, de réveiller les gens sous prétexte, mais plutôt de réfléchir sur les horaires des repas et les horaires des petits déjeuners. Et ça, ça me semble vraiment important. Après, il y a les organisations qui vont, c'est le bas qui blesse, ça. Et puis après, il y a les collations nocturnes. Alors, les collations nocturnes. Les organisations en buffet, quoi. Les organisations en mode disponible de 5 heures du matin à 11 heures du matin, C'est ça. comme à l'hôtel. Comme à l'hôtel. Il y a quand même côté restauration un truc qui est un peu aberrant souvent quand on sert des repas à 18 heures
et qu'on sert en même temps un goûter, Ah, une mais bien sûr, collation, C'est appelez ça ça. comme vous tout à voulez, fait. à Mais 16 heures. Je veux dire, tu as mangé un moment, tu n'as plus non, faim après, quoi, hein. vous Donc avez- ça, ça me semble être un peu des aberrations. Après, moi, pour tout ce qui concerne les repas, ça fait très longtemps que je pense que ce jeûne-là de 12 heures, moi, ça me casse les pieds parce que si j'ai pas envie de… Je pense, enfin, je veux dire, on vit aussi avec des personnes âgées. On a des personnes âgées autour de nous et ils sont pas là à regarder la montre. Est-ce que ça fait 12 heures? Est-ce que ça fait 10 heures? T'as faim, t'as faim, t'as pas faim, t'as pas faim, quoi, hein. Et souvent, quand t'as faim, ça te réveille. Donc, je veux dire, c'est quand même c'est des ça. choses qui sont assez importantes et assez spontanées, quoi, hein. Ce qui veut Euh, dire qu'avec l'agenda du sommeil, avec la montre actimétrique ou autre système, voilà, on va s'apercevoir voilà. de la durée du sommeil des gens. Mais je voulais justement un petit peu axer un peu mon discours, si tu permets, sur les collations nocturnes. Pour moi, les collations nocturnes, je trouve que, bon, aujourd'hui, c'est une stratégie qui permet de réduire ce jeûne nocturne, mais ça nous empêche de réfléchir sur nos organisations. C'est ça que je trouve dommage, d'autant plus que ces collations nocturnes, la plupart du temps, elles sont hypoglycémiantes. Et du coup, parce que c'est des sucres, c'est des biscuits, et pourquoi le jeûne nocturne est délétère chez la personne âgée au-delà de 12 heures? Ça, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas biochimiste ni biologiste, mais on dit voilà, à un moment donné, les gens vont faire des hypoglycémies, il va y avoir une fonte musculaire, et ça va aggraver la dénutrition, il va y avoir des conséquences compliquées. Et du coup, on a mis en place des collations nocturnes qui sont hypoglycémiantes elles-mêmes. Ça veut dire qu'à minuit, 1 heure du matin, on va donner une collation nocturne à quelqu'un qui est réveillé et qui a faim, peut-être parce qu'il a mangé à 18 heures et qu'il n'a pas beaucoup mangé, effectivement parce que son goûter était très près du repas du soir, comme tu viens de le dire, ce qui est extrêmement fréquent. Et du coup, 2 heures après, il va faire une hypo. Donc, du coup, on n'est pas dans une logique… il y a quelque chose qui me gêne beaucoup entre ce jeûne nocturne et cette façon de compenser avec de la collation. Sans compter qu'il y a des personnes qui seraient en hypo, mais qui n'ont aucun moyen de l'exprimer aussi. Donc, ça demande d'être réfléchi et c'est très certainement au cas par cas, mais c'est surtout qu'on ait des organisations qui soient beaucoup plus flexibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais enfin, moi, il me semble, je parlais tout à l'heure d'être clinicien, C'est d'accord? ça. Voilà. Alors, à partir du moment où une personne est fatiguée le matin, d'accord, on s'interroge. Et tous ces points-là vont être étudiés. Quand c'est qu'elle a pris son repas? Ça va être étudié surtout si on constate qu'elle est fatiguée tous les jours. C'est pas une phase qui arrive comme ça, parce que ça peut arriver de passer une mauvaise nuit et d'être fatiguée le matin. Mais si elle est toujours fatiguée, on s'interroge. Et c'est ça qui est important, c'est ça notre métier. C'est ça le métier de soignant, c'est de s'interroger sur pourquoi ça arrive. Mais quelqu'un qui ne mange pas, qui va avoir plus de 12 heures et qui est en forme, je suis désolée, moi j'ai plus de 12 heures, très souvent je ne mange pas le soir, je ne mange pas le matin en plus. Donc Oui, voilà. mais Mais en fait, j'entends bien ce que dit c'est personnalisé. Tu vois, c'est voilà, personnalisé. c'est C'est ça, vraiment c'est ça. Et dépendant de voilà. chaque personne. Mais Voilà. juste, je suis en train de dire autre chose. Je suis en train de dire que pour se préoccuper vraiment de est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il y a une hypoglycémie, est-ce qu'il y a un problème de ce genre-là, soyons cliniciens, rendons-nous compte de ce qui se passe, analysons et effectivement, à partir de là, les soignants sont en capacité de mettre en place les outils et les précautions qu'il faut, ok, et les projets qu'il faut faire et en essayer plusieurs si ça ne marche pas du premier coup pour faire en sorte que cette personne se sente bien. C'est ça qui est important. Et donc, ce temps d'analyse, ce temps de réflexion, il s'organise. Il s'organise au niveau encore une fois, du pilotage de la structure et il va se décliner tous les jours, il va se décliner dans des projets et il va être testé. Si les choses ne fonctionnent pas, elles seront réévaluées. Mais en effet, la clinique, elle s'organise. Elle Ben oui. s'organise et elle fait partie des priorités du pilotage de la structure. Est-ce que tu avais d'autres réflexions sur les repas et sur le temps du sommeil? Non, je ne peux que par rapport à l'étude qu'on a fait sur 23 EHPAD, ça confirme ce qu'a dit Rosette sur le goûter déjà, sur les amplitudes horaires entre chaque repas. On a des 4 repas qui sont très contractés sur la journée. Voilà, ils se toucheraient presque, ce qui fait qu'effectivement, on pourrait se douter que certaines personnes vont se coucher avec un repas qui est insuffisant. Voilà. Et donc justement parce que là je vois pas encore, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai vu arriver des questions? Ouais.
Ah oui, il y a Marlène qui a partagé déjà c'est ça, hein, dans le fil de discussion, Oui, qui a partagé le livre blanc Ah, que la rédaction d'Âge Village et d'Âge Village Pro a rédigé avec elle. Ouais. exactement. Donc, vous pouvez le parcourir. On vous l'enverra également par email. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à le télécharger, n'ayez crainte. Mais je voulais te dire, oui, il y a une question d'un spectateur anonyme. Je vous la lis, mais je pense que tu as en partie répondu, Rosette, mais si tu veux développer peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas réveiller nos résidents la nuit. La question que je me pose est la suivante. Qu'en est-il du bénéfice-risque quant au risque cutané ou autre? Ça m'est déjà arrivé le matin de m'occuper d'un résident et de le retrouver frigorifié dans son lit, car souillé d'urine ou de sel, ou tout simplement un résident avec des selles plein le corps et des démangeaisons cutanées, etc. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, une personne qui aurait des selles de manière enfin, inopinée, hein, donc une fois, ça peut arriver, hein, vous avez une gastro, hein, personne ne peut le prévoir. Si la personne n'est pas en capacité de prévenir, oui, ben, malheureusement, ça fait partie des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas parce que ça va arriver une fois, si vous voulez, que ça va être tous les jours. Si c'est tous les jours et qu'on ne se préoccupe pas de ça, c'est plus inquiétant. Voilà, une personne qui va avoir des selles la nuit, déjà avoir des selles la nuit, et c'est pas, il faut travailler à ce moment-là. Si c'était, pardon, je recommence, si cette personne a des selles tous les soirs, ok, toutes les nuits, ça veut dire que là, il faut retravailler avec la personne pour s'organiser, pour faire en sorte de l'emmener aux toilettes dans la journée, voilà, parce que la position allongée n'est pas la meilleure pour évacuer ces selles, hein. Donc, on l'emmène aux toilettes, même si elle n'est pas valide, hein, il y a des techniques qui peuvent nous permettre d'accompagner cette personne. On va surélever ses jambes, hein, les genoux au-dessus du bassin pour qu'elle puisse évacuer plus facilement. Et évidemment, eh ben, quand vous avez fait des selles, hein, vous ne pouvez pas en faire toute la journée quand même, il ne faut pas exagérer, hein, voilà. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc ça fait, on travaille là-dessus, hein. Et si c'est une personne qui fait des selles tous les soirs, eh ben, et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, eh bien sûr, effectivement, il faudra essayer de voir à quel moment elle fait des selles et il faudra la changer parce qu'effectivement, ça irrite énormément les fesses puisque les selles ne sont pas absorbées de la Donc, même manière projet, que à l'urine. nouveau, C'est projet un personnalisé, exactement, évalué, exactement, retracé et exactement. partagé. Ça Mais c'est pas normal de faire des selles toutes les nuits. C'est juste ce que je veux dire, on est toujours dans la clinique. Si c'est un soir, eh ben, ma foi, ça peut arriver. Donc, on va se dire, tiens, elle a des selles très liquides, elle a une gastro, ben, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Et moi, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin. Voilà, mais c'est une préoccupation. D'accord? Et comme si ça vous arrive à vous, si vous avez envie d'aller aux toilettes dans la nuit, eh ben, vous allez vous préoccuper de ce que vous avez. Eh ben, c'est exactement la même chose. Et si c'est tous les jours, il faut essayer de recaler, en fait, de permettre à la personne d'aller à la selle dans la journée, sauf si son habitude, c'était d'y aller la nuit avant, hein, mais ça, c'est probablement noté dans le recueil de données, je suppose, de ses habitudes de vie, hein. Et à ce moment-là, on sait à quelle heure, eh ben, peut-être qu'il faut l'accompagner aux toilettes si c'est ses habitudes de vie. Voilà. J'avais envie qu'on parle des veillées et des Oui. fondus enchaînés. Parce que malheureusement, on ne bénéficie pas là pendant ce séminaire, enfin pendant ce webinaire de l'expertise d'humanité de vie sociale. Mais peut-être qu'on peut partager tous ensemble les expériences qu'on a vues sur le terrain et que vous retrouverez aussi, hein, dans le livre blanc qu'on vous a concocté là en pièce jointe qui est dans la discussion. Est-ce que Sabine, peut-être, tu as envie de nous raconter les expériences que vous avez menées sur l'évolution de la réflexion sur ce qu'on peut faire pendant ce qu'on peut proposer pendant ces veillées et quel type de propositions ou de restauration on peut travailler pour que ce soit un petit peu mieux ajusté et un peu moins hypoglycémiant Hypoglycémie. potentiel. Ouais, ben en même temps, enfin, en fait, disons que ben, je pense que l'objectif déjà premier d'éveiller, c'est que les gens puissent participer à une activité dans laquelle ils se détendent. C'est pour favoriser un endormissement, on va dire, faciliter un endormissement. Ça se passe, on va dire, dans le meilleur des mondes. Alors, du coup, il n'y a pas de règle. À ça, à vrai dire, je mentirais en disant que j'y réfléchis, mais de toute évidence, les gens, qu'est-ce qu'ils font en atelier un peu cuisine le soir dans les veillées, ceux qui remontaient un petit peu des expériences dans les établissements, c'est qu'ils vont faire surtout de la pâtisserie.
Je me trompe ou je ne me trompe pas. Ce n'est pas le moment de faire un cassoulet, peut-être. En tout cas, ça prendrait trop de temps. Et bon, après, c'est une question économique qu'on ne va pas aborder dans ce webinaire. Mais non, écoute, je n'ai pas franchement réfléchi à ça. Ça peut être une pâtisserie. Bon, on n'est pas obligé de trop sucrer non plus, surtout à base de fruits, comme souvent. Il n'y a pas de désintérêt à fonctionner, à la fabriquer. Déjà, je pense que le plus intéressant, c'est plus la fabriquer que la manger, quoi. Et puis après, la manger, je ne pense pas que c'est une incidence compliquée sur le devenir lucidique des personnes. Sur les propositions de restauration, ou en tout cas de collation, qui soient plus adaptées, tu pensais à quoi tout à l'heure? Ah oui, alors je pensais, alors par exemple, par rapport aux collations, moi je pensais plutôt à des glucides plutôt ralentis. Ça peut être tout simplement du pain de mie, quelque chose que la personne peut manger de par sa mastication, mais rajouter un morceau de fromage, ça n'empêche pas de manger une madeleine aussi, si elle en a envie, hein. Ça veut dire, mais peut-être rajouter une petite protéine qui va ralentir un petit peu l'effet glucide. Voilà. C'est rien de compliqué. C'est vraiment rien de compliqué parce qu'il s'agit aussi de garder ce plaisir-là, quoi. Parce que c'est un plaisir aussi, la collation. Attention, on n'est pas des gendarmes non plus. Juste, on le réfléchit. On le réfléchit de façon à ne pas avoir comment dire ça, à avoir un résultat contraire à celui attendu quand même. J'ai recroisé l'équipe de Notre-Dame de Puyraveau il n'y a pas très longtemps. Tu sais, ceux qui avaient fabriqué les bougies enrichies à tous les goûts, toutes les toutes les sortes, et protéinées, quoi, de manière à pouvoir les proposer à longueur de journée, de jour et de la nuit. Alors oui, ils ont des trucs sympas, quoi. C'est pour tout le monde, donc ça fond dans la bouche, tout ça. C'est joli, ça a de la couleur, on a l'impression de manger une friandise, c'en est une, très certainement. Mais moi, je parle toujours des intentions visibles et invisibles dans mes formations. L'intention visible, c'est régalez-vous, c'est un vrai plaisir, mais invisible, qu'est-ce qu'on a mis derrière tout ça, quoi? Nos intentions de cliniciens, comme le dit Rosette, de cliniciens soignants du prendre soin, il faudrait que cette offre-là ne soit pas délétère. Donc, on va y mettre de la protéine, un peu déguisée, mais ça ne change pas le goût ni rien du tout. On va en faire quelque chose qui ne va pas nuire. Qui c'est qui a envie de parler du noctambule? Ah ouais, moi j'y pensais parce que c'est absolument, moi je trouve ça absolument génial. Tout d'un coup, vous avez ces soignants qui s'organisent parce que vous avez des personnes qui ne dorment pas. D'accord. Alors, on ne va pas les coucher, leur donner des médicaments, les shooter un petit peu. Vous ne voulez pas dormir? Allez, venez, on va s'organiser, on va faire quelque chose. Et donc là, eh ben, on accueille ces personnes autour d'une table. Ils vont peut-être faire des pâtisseries, des gâteaux. Parce que d'abord, quand on dit on va faire un gâteau, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça occupe parce que je vais peler les pommes, je vais peler les fruits, je vais travailler de la pâte. Chacun a quelque chose à faire autour de la table. Ils ne sont pas 50, il ne faut pas croire. En général, il y a 5, 6, 7 personnes. Ouais. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tout d'un coup, comme c'est très calme, c'est très apaisant, ça fonctionne au rythme des personnes qui sont très heureuses, très réveillées, tout, elles participent bien. Et puis tout d'un coup, on voit les gens pouf, 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 ils s'installent sur le fauteuil, ils s'endorment là tranquillement et ils pourraient passer la nuit là sans aucun problème, ou bien on leur dit allez, on vous accompagne à votre chambre, oui, avec plaisir, ou tout simplement ils commencent à s'endormir, on va les accompagner, ou ils peuvent dormir là parce qu'ils peuvent aussi très bien dormir là, voilà, tout simplement. Avec des professionnels qui s'habillent en fonction parfois. Voilà, qui s'habillent en pyjama, qui voilà. Je pense, Rosette, que tu as des dons de voyance, puisque la question qui a été posée au moment où tu as parlé du noctambule était pour les habitants qui déambulent la nuit sans dormir au matin, aurez-vous des solutions? Voilà, c'est les occupés. C'est les occupés parce que le danger, c'est de vouloir absolument qu'ils dorment. Ça, c'est pas possible. Et quelqu'un qui n'a pas envie de dormir, tu ne le fais pas dormir, c'est pas possible. Au contraire, ça va l'énerver, ça va l'exciter. Il faut trouver des choses qui intéressent les personnes, tout simplement. Et puis, surtout, ce qu'il y a de sympa, c'est que finalement, ils se retrouvent ensemble. Donc, tu n'en as pas un qui est dans le couloir en train d'essayer de rentrer dans les chambres. Tu n'en as pas un qui fait le tour de son lit, je dis n'importe quoi là. Enfin, ils ne sont pas égarés dans l'établissement. Ils se retrouvent attirés par une ensemble. lumière, par une ambiance. Voilà, ils sont attirés par une ambiance qui a été créée par les professionnels, avec des gens qui sont souriants, qui les accueillent. Et donc, tout d'un coup, quand on accueille les personnes, mais ils ont envie d'être là, on leur dit venez participer avec nous et on leur dit pas retourner dans votre chambre. Donc, du coup, progressivement, ils vont s'endormir, s'apaiser
parce que c'est aussi un temps qui est calme et qui les apaise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et Les personnes, excuse-moi, les personnes qui ne dorment pas bien, par contre, qui ont eu des nuits agitées, quand on sent qu'ils sont fatigués, il faut systématiquement mettre une compensation. Il faut faire attention à ça. La compensation peut être la sieste. La sieste n'est pas une compensation pour les personnes qui ont l'habitude de la faire, hein, on est bien d'accord. Et pour les personnes qui passent des mauvaises nuits, où on les a sentis agités, pensez à faire des compensations. Je ne voudrais pas qu'on oublie de le dire. C'est pour ça que je le glisse ici. Hein. Voilà. Laissez-les dormir le matin plus longtemps. Si vous voyez qu'ils ont eu une nuit agitée, qu'ils ont l'habitude de se réveiller à 8h, 9h, 7h, peu importe, prévenez vos collègues et dites ne rentrez pas dans la chambre avant telle heure, laissez la personne dormir, elle a eu une nuit agitée. C'est vraiment cette transmission-là est extrêmement importante parce qu'on peut passer une mauvaise nuit et parfois bien dormir sur le matin. Le sommeil profond, justement, il s'allonge le matin. Et quand on a mal dormi le soir, c'est souvent on dort mieux le matin. Je pourrais rajouter Voilà. quelque chose, Rosette, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on est souvent, la question me revient souvent, oui, mais la personne qui va dormir un peu tard le matin, qu'est-ce qu'on fait le petit déjeuner? Est-ce qu'on lui donne un petit déjeuner? On ne lui donne pas de petit déjeuner parce qu'après, elle risquera de ne pas manger à midi. Alors du coup, c'est vrai que les réponses peuvent être diverses et variées en fonction vraiment de l'heure de réveil de la personne. Et plus on va se rapprocher de l'heure de midi, plus le petit déjeuner va engager ce repas-là. Et moi, je me dis quand même, pour certaines personnes, c'est important le goût du café le matin, c'est des rituels, ça. Et du coup, pour ne pas sacrifier ce rituel-là, on peut très bien imaginer un repas. Alors là, ça demande de l'imagination. La mise en œuvre n'est pas si compliquée que ça, n'est pas si compliquée. C'est juste se donner l'autorisation de le faire. C'est un complet. C'est ce qu'on appellerait outre-Atlantique, un mini petit déjeuner ou un brunch. C'est un petit déjeuner, un brunch, voilà, c'est-à-dire on va lui faire son complet. Ce qui n'empêchera pas de se présenter au repas de midi si elle avait quelques faim ou quelque attirance, pourquoi pas. Mais en attendant, on sait qu'avec le condensé qu'on a fait, petit déjeuner et apport équilibré qui remplacerait le repas de midi, elle est bien partie pour la journée. Elle n'est pas pénalisée, on ne va pas la réveiller juste pour ça. Et on ne va pas lui sacrifier son petit déjeuner. Voilà, c'était ça que je voulais dire, Rosette. Oui, bien sûr. Et puis, on lui posera la question, est-ce que vous voulez un bon petit déjeuner ou pas? Voilà, déjà, elle saura peut-être nous répondre. Donc, voilà. Donc, il y en a plein qui répondent. Oui, comme on disait, on est. Alors, c'est un vrai projet, le sommeil. Donc, c'est un des projets qui est outillé dans le référentiel Humanitude qu'on met à disposition des équipes, qui leur permet ensuite d'aller vers le label si elles le souhaitent. Donc, c'est un projet qui est très, très détaillé, que vous suivez pas à pas et qui va vous permettre de structurer votre procédure, vos outils qui vont rassurer tout le monde, rendre la réflexion cohérente et systématique en cas de surprise. Et puis, on a la chance, enfin, en tout cas, on vous met à disposition là, un livre blanc dans lequel on est allé chercher, la rédaction est allée chercher plein d'expériences qui se passent à domicile, dans les services à domicile et en EHPAD, y compris en Allemagne. Est-ce qu'on peut finir là-dessus, sur l'Allemagne? Rosette, tu te souviens de notre expérience de la nuit en Allemagne? Non, tu t'en souviens pas? Tu te souviens pas du bar de nuit, peut-être? Ah oui, ah oui. Parce que c'est quand même incroyable, ça. Moi, je pense que c'est bien pour… on va bientôt finir l'heure du webinaire, c'est pour nous l'heure de l'apéro. Et donc, tu peux raconter l'histoire du bar de nuit, puis on s'arrête là-dessus. Voilà, il y a dans un établissement en Allemagne où on a une collaboratrice là, qui est formée à l'Humanitude et qui l'enseigne également. Eh bien, ils ont un bar. Et les personnes, ils vont boire. Ils ont envie. C'est bien parce qu'en plus, des fois, ça t'endort. Le seul souci qu'ils avaient eu dans le bar, ce n'était pas du tout les habitants. Hein, si je me souviens bien. C'est pour ça que ça a plutôt une consommation abusive. C'est pour ça que je n'en rajoute pas, tu vois. Et donc, c'était compliqué. Néanmoins, moi, ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'était la chute des somnifères. Oui, il n'y avait plus de somnifères, n'est pas utile. Je vous ai dit d'ailleurs d'une manière détournée qu'on n'avait plus, que ça permettait de dormir.
Donc voilà, le tranquillement. bar de nuit fait Voilà. partie des stratégies pour lutter, pour favoriser le sommeil et éviter peut-être Et des réponses. dans le livre blanc, vous pouvez retrouver une vidéo, c'est l'interview justement de la personne qui a mené cette expérimentation-là. Du coup, je me permets juste de répondre. Est-ce qu'on pourra l'avoir par mail? Je vous envoie tout ça par mail. Aucun problème, Ouais. vous aurez le fichier. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc parce que pour rassurer un petit peu les personnes. Je travaille depuis tellement longtemps avec les soignants, je sais que vous êtes toujours inquiets. Il y en a beaucoup qui sont inquiets quand ils ne rentrent pas dans la chambre des personnes pour voir effectivement s'ils n'ont pas chuté, s'ils ne sont pas morts, s'ils n'ont pas, je sais pas quoi. Ça va pas, ils ne vont pas se ressusciter si on rentre, de toute façon. Voilà, donc il y a un tas de facteurs comme ça qui inquiètent. Donc non, on ne rentre pas dans la chambre. Par contre, on peut mettre en place des systèmes. Une personne qui se lève, il y a des tapis avec des… Capteur. merci, je ne trouvais pas le nom. Merci Annie. Avec des capteurs qui peuvent vous informer. Si vous savez que c'est une personne qui n'a pas de bons appuis, vous pouvez aller les voir. Enfin, il y a des tas de choses qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que de vous rassurer en fait. Hein. C'est plus vous rassurer que… voilà. En tous les cas, réveiller une personne qui dort, c'est nuire à sa santé. Voilà. Et ça, il faut bien en avoir conscience et donc il faut trouver tous les moyens pour faire en sorte qu'on ne la réveille pas. Voilà, Voilà. voilà c'est le mot de la fin. Merci de votre présence. Merci à tous. À toutes et à tous. Merci à vous les participants. Voilà. Merci tout le monde. Et bonne nuit. Hein. Et bon apéro d'abord. Pas trop, pas trop. Ciao. Merci. Merci à Merci à vous. Au revoir.